C'est l'heure du sonneur. Et nos deux chroniqueurs sont là. Bonjour Alexandre Langlois, bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Bonjour Clémence. Clémence. Voilà, Ah, ensemble. voilà, Ça là, va c'est là. entraîner, hein. Oui, oui, exactement. Là, on sent que vous êtes bien entraînés. C'est très bien. Bravo, je vous félicite. Vous aurez une petite image à la fin de cette émission. Alexandre Un bon Langlois, point, notre. on dit des bons points. Ah oui, Comme mais Les ça. maintenant, images non, non, aussi, non, les non, images justement, oui, aussi. maintenant c'est les images, Régis. Hein, mes enfants ont des images. Et encore, tu vois, c'est moderne, parce qu'avant, tu avais 5 bons points, une image, tu vois. Oui. Là, Ah oui, non, on mais, gagne du temps. bah, non, mais c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je crois même, non, mais je crois même qu'il faut 10 bons points, une image. Enfin, bon, bref, on va. Et après 10 images, je crois qu'ils peuvent avoir autre chose. Enfin, bref. Bon, alors, Alexandre Langlois, chroniqueur police, auteur de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie. Régis de Castelnau, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, on va commencer par cette décision du Conseil constitutionnel sur l'exclusion des étrangers en situation irrégulière. C'est une décision qui a été rendue le 28 mai. Donc, le Conseil constitutionnel a ouvert l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière, donc étrangers qui sont venus de manière illégale sur le territoire français, et donc qui oblige l'État à couvrir les frais d'avocat des étrangers, de ces étrangers irréguliers, qui résident en France, donc et cela au mépris de la loi de la République, selon en tout cas ce qu'on pourrait en conclure. Je vous rappelle l'affaire. 4 salariés en situation irrégulière avaient saisi le Conseil de prud'homme de Paris pour obtenir la requalification de leur contrat précaire en contrat à durée indéterminée, en CDI. L'aide juridictionnelle avec la loi de 1991 leur avait été refusée puisque justement ils sont en situation irrégulière. Eh bien, le Conseil des prud'hommes a transmis cette question à la Cour de cassation en QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui elle-même a saisi donc le Conseil constitutionnel. Et pour fonder sa décision, le Conseil s'est une nouvelle fois appuyé sur les dispositions du bloc de constitutionnalité de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, avec l'article 6 et l'article 16. L'article 6 dit que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et l'article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc, en s'appuyant sur ce bloc de constitutionnalité et en particulier sur cette déclaration des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel a donné droit aux étrangers à ce que l'État prenne en charge ses frais d'avocat pour leur recours. Donc évidemment, là, je me tourne en premier vers vous, Régis de Castelnau, sur ce sujet. Alors, écoutez, c'est une provocation à un moment particulier de la campagne électorale. Je me demande quels sont, sur le choix de la date, les objectifs que poursuit le Conseil constitutionnel à ainsi braver l'opinion publique. Bon, alors sur le fond, de quoi s'agit-il? Oui. Euh, on a une loi de 91 qui a organisé l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est que si vous souhaitez être défendu par un avocat en justice, même si le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire, ce qui est le cas au prud'homme, on peut être tout à fait défendu par, en général, c'est ce qui se passe, par des délégués syndicaux qui font très bien le boulot. Mais là, c'est sur le principe, si vous souhaitez être défendu, vous êtes citoyen français ou étranger en situation régulière, vous avez le droit, puisque de toute façon, vous participez à la richesse nationale, vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Et si vous n'avez pas les moyens, eh bien, à ce moment-là, il faut que on vous accorde ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que l'État prend en charge les honoraires de l'avocat. Mm. Voilà, c'est ça le système. Et Il ce est sont les avocats commis parfaitement. d'office. Oui, non, oui, absolument. Ils sont choisis, mais ils peuvent être choisis parce que c'est la notion de libre choix. Ils Oui. peuvent être choisis par les justiciables. Et puis bon, voilà, Non, mais ils on peuvent quand leur même pas accorde. choisir des avocats aux honoraires. Non, 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 Ouais. attendez, les honoraires, ils sont fixés par l'État. Mm. C'est pour ça, si vous voulez, que Ça limite le choix, oui. c'est un peu, bon, c'est un petit peu de la misère, hein, quand vous pensez que, bon, le système américain est très différent, mais que l'ensemble du budget de l'aide juridictionnelle en France est équivalent à celui de la seule ville de Philadelphie aux États-Unis. Hein, Mm. c'est vous dire Oui, ce qu'il en est oui, oui. en réalité. Bon, mais c'est comme ça, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Et c'est tant mieux parce que il faut que les gens aient accès à la justice et il faut qu'ils puissent être défendus par des avocats. C'est pas un privilège,
c'est l'intérêt de la société. C'est Bien sûr, l'intérêt de la mais société, surtout, c'est le c'est qu'il principe. y ait un débat Voilà, contradictoire c'est le principe du qui va donner contradictoire. Oui. qui va permettre au juge de prendre une décision légitime. C'est un arbitrage. Bon, Mm. donc, alors, le problème, c'est que la loi disait qu'on ne pouvait pas accorder l'aide juridictionnelle à un citoyen en situation irrégulière, en infraction en général, Mm. qui commet Oui, une c'est ça. infraction et Et qui n'a d'ailleurs, mais rien donc à qui n'est faire pas en citoyen. France. Mais donc qui n'est même pas citoyen. Il n'a rien à faire en Mm. France. Mais on dit, voilà, tous les gens qui Mm. sont dans le territoire, vous disent le Conseil constitutionnel, tous les gens qui sont sur le territoire français doivent avoir accès à la justice, bien évidemment, et accompagnés d'un avocat par principe. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais si vous voulez, la loi, la Constitution reconnaît que, enfin la Constitution, quand on l'interprète, reconnaît que lorsque il y a comme ça des droits qui sont au profit des citoyens, on peut, concernant certaines catégories, ne pas les accorder. Et en l'occurrence, s'il s'agissait de citoyens en situation irrégulière qui sont venus et qui doivent en assumer les conséquences. Et qu'est-ce qu'a fait le Conseil constitutionnel de façon arbitraire? Moi, j'ai lu la décision de façon arbitraire quand il a dit, voilà, on ne peut pas, on peut priver de tel droit, mais on ne peut pas priver de celui-là parce que c'est l'accès à la justice. Si vous voulez, quand je dis qu'elle est arbitraire, c'est qu'ils auraient parfaitement pu prendre la décision inverse. Mais ça procède d'une approche idéologique et politique du problème. C'est Mm. un rapport à l'immigration que M. Fabius nous impose, c'est Oui, tout. oui. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'utilisais le mot provocation, c'est-à-dire qu'il a pris sur étagère cet aspect des choses et il a dit non, on ne peut pas retirer aux personnes qui sont sans droit en France et Mm. qui devraient être expulsées, qui Oui, devraient ne pas rester sur ce territoire. oui. Eh bien, si ils veulent avoir un avocat, ils vont dans le pays où ils restent, dans le pays où ils peuvent avoir droit à un avocat, je ne sais pas dans quelles conditions, hein, mais ils ne viennent pas en France. Mm. Donc, vous êtes monsieur irrégulier, par conséquent, ce Bah, droit-là, vous en vous ne payez les l'avez pas. conséquences, oui. Oui. Mais, Mais non, mais ce surtout, droit-là, et vous ne puis l'avez pas parce qu'il y Régis, a un autre oui, principe. Il y a un autre principe, c'est que c'est la contrepartie de votre séjour régulier, l'accès à l'aide juridictionnelle. Ce sont des seuils de revenus, hein, oui. des seuils de revenus qui fait qu'en deçà, vous avez droit à l'aide juridictionnelle. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, la contribution de ces citoyens irréguliers. Alors, ils étaient salariés, ceux-là, je veux bien. Déjà, l'employeur devrait être sanctionné, Ils hein, étaient lourdement. salariés sans, enfin, Hein, sans contrat, visiblement. et Enfin, le contrat, oui. ils sont salariés et ils payent des Contrat précaire, cotisations, oui. bien évidemment, il y a des charges, mais ça, c'est pour des contreparties en termes de retraite, en termes de couverture sociale, de santé, etc. Mais l'accès à l'aide juridictionnelle, c'est absurde. Donc, c'est vraiment une décision idéologique et Oui, et puis politique. quel message passe-t-on à ceux qui font l'effort, ces étrangers qui font l'effort d'être dans la légalité aussi? Parce que c'est pas Oui. facile aujourd'hui d'avoir un renouvellement de visa et tout ça, on en parlait dernièrement. C'est des heures de queue, c'est des justificatifs, c'est voilà, c'est toute une démarche finalement. Et Non, là, on mais dit: «Bah, vous aurez les mêmes droits de toute façon, que vous fassiez, Vous, les choses vous légalement ou pointez, pas». la direction que M. Fabius souhaite voir empruntée à la société française pour faire plaisir à l'Europe, c'est-à-dire plus de différence entre le régulier et l'irrégulier. Ouais, Et puis c'est tout. c'est ça. C'est-à-dire nos borders, hein, on rentre et on a tous les droits, il n'y a plus qu'à se servir. C'est un petit peu démagogique d'utiliser l'expression il n'y a plus qu'à se servir, mais enfin, il y a quand même une différence. Un État a le droit de dire qui peut venir sur son territoire. Ouais, Ouais, là, on essaye de l'en priver de ce droit. ouais, tout à fait. Alexandre? Ouais, il y a plein de choses, ouais, il y a des nuances à apporter, je dirais. Excusez-moi. Déjà, c'est, le sommet de l'iceberg.
une fois de plus, on a une décision qui vient camoufler tous les problèmes qu'il y a en France. Et on ne règle pas le problème, on apporte encore un nouveau problème au final. Sur le côté, c'était des salariés, mais en fait, c'est le système néolibéral, c'est ce qu'on discutait déjà plusieurs fois ici, c'est qu'ils ont besoin d'esclaves. Eh oui. Ils ont besoin de la main-d'œuvre camouflée qui n'a pas de droits ou qui a des droits limites et qui disent aux gens, justement, c'est pour encourager cette manœuvre clandestine à venir, pour dire, bah, venez travailler, mais si vous êtes pas sage, on aura toujours le marteau pour vous renvoyer chez vous. Et en échange, vous travaillez pour pas cher. J'ai des copains qui travaillent dans la lutte contre l'immigration clandestine dans la police. Les gens ne dénoncent pas les réseaux par lesquels ils arrivent, car ils disent c'est au tour du prochain du pays de venir. Et moi, je suis prêt à travailler 70 heures par semaine pour un salaire de misère, parce que la circulaire Valls, dans 6 ans, me permet d'être régularisé. Voilà, si on peut prouver Mmh. en France que pendant 6 ans, on a été Oui, ça. travailleur irrégulier, on est régularisé d'office. Donc, ça veut dire que le système incite à la fraude, Oui, incite oui. au travail irrégulier et incite à l'esclavage. Parce qu'au final, les conditions dans lesquelles ces gens travaillent sont complètement indignes de la dignité humaine. Ensuite, il y a le côté salarié. Effectivement, le patron pourrait être voir, mais savoir si c'est un patron voyou ou pas. Parce que pour avoir travaillé au RG, effectivement, des fois, les titres de séjour, une photocopie suffit. Et malheureusement, photocopie sur photocopie, on voit plus qui est qui. Donc après, donc le patron, faut voir s'il y avait une volonté d'embaucher des gens en dehors des clous. Donc là, savoir si c'était des salariés, a priori, ils payaient les cotisations, etc. Donc il n'était pas dans un niveau travail dissimulé manque de dignité, etc. Donc à voir. L'autre chose aussi, comme l'a rappelé Régis, et je l'ai fait pendant des années, j'ai été défenseur syndical. Et quand on va au prud'homme, on n'a pas une obligation d'avocat. Donc, de ce côté-là, la défense peut quand même être assurée. L'autre chose sur l'aide juridictionnelle est faite effectivement au niveau du niveau de revenu et pas au niveau du niveau reste à vivre. C'est ce que j'ai pu vivre, par exemple, récemment. J'ai pas eu le droit à l'aide juridictionnelle parce que je gagnais trop d'argent, ce qui est logique par rapport à mon niveau de revenu, mais ce qui n'est pas logique par rapport à mon reste à vivre. Chacun a un reste à vivre et ce qui est pris en considération pour les crédits n'est pas pris en considération pour l'accès à la justice. Oui. Ce qui fait que ça en fait une accès à Ouais. la justice difficile et au final, la justice m'a dit bah, on ne pourra pas prendre vos pièces si vous n'avez pas d'avocat. Mmh. Sur le point aussi qui est intéressant, c'est la justification de la Cour de cassation, l'article 16. S'il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas de constitution. Là, ils sont capables de le brandir. Par contre, à chaque fois Ouais. qu'Emmanuel Macron viole la Constitution tous les 4 matins en s'arrogeant tous les pouvoirs, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est cette chose à géométrie variable qui est compliquée. Mmh. Enfin, je reviens sur le point de la cité des salariés et là, pour l'avoir vécu aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut en France? En France aussi, il y a cette difficulté d'accès au papier et moi, j'ai par exemple, j'avais eu facilité un dossier de quelqu'un qui était travailleur sans papier, mais parce que son renouvellement de papier n'avait pas été fait dans les temps à cause de l'embouteillement de la préfecture. Son employeur était très satisfait, la personne voulait avoir des papiers, elle était venue avec des papiers, il n'y avait pas de difficulté, mais là, elle était sous le coup d'une OQTF parce qu'il fallait faire du rendement, de renvoi aux frontières, parce que justement la préfecture avait tardé à redonner les papiers. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là où la France aussi met en difficulté certaines personnes qui veulent jouer le jeu? Oui, C'est-à-dire qu'il y a mais des gens qui veulent c'est jouer la le jeu question et que je posais tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà. bah, il y Il a y a des ceux gens qui font qui jouent le jeu et qui sont en difficulté, et ceux qui décident de pas jouer le jeu et qui, du coup, à qui on va donner tous les droits. C'est quand même ou presque. et du coup, là, on met tout le monde dans le même panier Oui. sans faire de distinction entre personnes. Et enfin, dernière chose, et c'est là où il y a une différence quand même pour moi, c'est que, parce que je l'ai vécu au niveau, quand j'étais policier, c'est la différence entre une personne qui travaille, effectivement, qui est venue irrégulièrement, mais qui quand même cotise finalement à la société, et la personne qui ne travaille pas, il profite de tout ce qu'il peut y avoir en France sans contrepartie, j'allais Mmh. dire. Et ce que j'avais vécu, c'est qu'il y avait un travailleur sans papier. Nous, au RG, on avait donné un avis favorable pour qu'il soit régularisé, parce que justement, il avait fait l'effort de travailler. Il était arrivé de façon irrégulière, mais derrière, il a fait l'effort de ne pas profiter de la société, mais de s'y intégrer au contraire. Et à l'inverse, il y avait des gens, on avait une personne qui avait dit moi, je veux devenir française, et son mari avait dit elle ne peut pas venir avec vous passer l'entretien parce que ce n'est pas dans ma culture. On avait mis un avis défavorable. Mmh. Et parce que manque de pas compatible avec les valeurs de la République Mmh. pour gagner la nationalité. Mmh. Résultat des courses, la préfecture avait choisi de renvoyer au pays le travailleur qui était sans papier et garder l'autre personne et la régulariser. Pourquoi? Parce Parce qu'elle qu'on était achète la mariée. paix sociale. Oui. Ah oui. On a dit voilà, d'un côté, l'autre personne va revenir parce qu'elle a vu, elle avait fait l'effort, elle voulait travailler. Donc la prochaine fois, elle fera l'effort de faire le papier d'abord et de revenir. Et voilà. Et nous, on a nos quotas de renvoyer aux frontières. Et de l'autre côté, si on ne fait pas ça, on risque d'avoir le feu dans tel ou tel endroit. Ça va proposer des. Donc on achète la paix sociale. Et donc derrière, c'est toutes ces difficultés qui ne sont pas gommées par cette décision, parce que les gens qui vont se retrouver là, c'est des gens que finalement, souvent, vont vouloir
jouer les règles comme ils peuvent, mais ils ne sont pas des dangers pour la société. Des gens qui travaillent en général ne sont pas trop compliqués. Et par contre, ceux qui sont vraiment dangereux pour la société, ou qui, en tout cas dangereux, qui ne partagent pas nos valeurs, donc il y a d'autres pays où ils peuvent vivre en adéquation avec leurs valeurs, j'allais dire, ceux-là, par contre, eux, vont continuer d'être régularisés sans même passer par la case tribunal. Donc on continue de masquer les choses. Donc ça pose un débat beaucoup plus large que ce qu'il y a là. Et ça ne règle rien à part attiser, effectivement, et de mettre de l'huile sur le feu. Régis, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Ouais. justement, Alexandre a parfaitement raison. C'est véritablement, je dirais pas que c'est de la diversion, mais c'est très caractéristique du comportement de ces institutions, et Dieu sait si le Conseil constitutionnel en est une, c'est que on prend des mesures au nom du respect des droits fondamentaux pour éviter de mettre les moyens pour régler, traiter, régulariser les problèmes. C'est ça la question. Les cas de salariés, en l'occurrence, travaillaient effectivement. Je ne sais pas s'ils payaient des impôts, parce que, si vous voulez, au bout d'un moment, le fait d'être travailleur irrégulier, ça vous fait de vous un être administratif à part, quand même. Hein. Et donc, bon, mais plutôt que de traiter tout ça, non, on affirme des principes pour une question relativement marginale. Ça ne va pas coûter très cher à l'État, soyons clairs. Ça ne va pas concerner grand monde dans la France d'aujourd'hui, mais comme ça, on fait une affirmation, on monte une provocation, on crée des polémiques à n'en plus finir autour de cette question fondamentale qui est la première qui préoccupe les Français. On s'occupe toujours de ça à l'occasion d'une élection, c'est l'immigration. Ouais. Oui, mais en plus, c'est un appel d'air, parce que, comme le rappelait tout à l'heure Alexandre, c'est donc régulariser une situation de travail, et au bout de 6 ans de travail, de toute façon, on peut faire une demande automatique de légalisation sur le territoire. Donc, bon, finalement, c'est aussi, comme on le dit, un message à l'envers de dire travaillez frauduleusement, et on vous donnera au bout de 6 ans le Graal. Donc, bravo pour avoir été bien frauduleux. C'est vrai que le message Je envoyé. voudrais faire une dernière observation, Clémence, sur la procédure. C'est une QPC, c'est une loi de 91 qui Oui, est ainsi annulée. oui. C'est-à-dire que vous Oui, voyez c'est dingue. Oui, l'insécurité juridique oui. qu'a instauré M. Sarkozy en inventant cette C'est le question QPC. prioritaire Oui. de constitutionnalité. Le texte avait été vérifié à l'époque. Hein, aujourd'hui, s'il y a un problème, eh ben on saisit le Parlement et on lui donne sa souveraineté Non, de mais le problème, décider. c'est pas la Oui ou non? QPC. Non, mais le problème, c'est peut-être pas la QPC, mais le bloc de constitutionnalité. Oui, les deux. Les Hmm. deux, mon Les deux général. ensemble, Non, oui. Clément, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, hein, c'est pas le Parlement souverain, c'est pas le peuple français qui va décider de cette question et qui va C'est le juge souverain. interpréter, lui, Oui. ça. C'est Monsieur Fabius. C'est Bon. Monsieur Fabius Souverain. Bon, allez, on change de sujet. Celui-là, je vous ai pas prévenu. Petite surprise, maintenant j'ai décidé de faire ça à chaque fois. Ah si, je crois que je vous ai quand même envoyé la petite vidéo. Parce que vous savez, chers auditeurs, qu'on a un petit groupe et on s'envoie les sujets pour bien préparer ce jeudi matin. Alors, je vais vous faire passer une vidéo qui a été tweetée par Laurent Oberton, beaucoup connaissent ici, l'auteur de Guérilla, ou évidemment de La France Orange Mécanique. Je vous propose de regarder ça, je crois qu'il n'y a pas de son, et je vais vous dire et en même temps ce qui se passait. C'est une rixe à Romans-sur-Isère, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a été d'ailleurs hospitalisé à Romans dans la nuit de samedi à dimanche dernier, après avoir été roué de coups lors de cette rixe. Donc la commune, vous savez, de Romans-sur-Isère, d'où venaient justement les jeunes criminels à l'origine de la mort de Thomas. Donc on voit finalement les choses se répéter. Et à ce sujet, eh bien, Marie-Hélène Toraval, maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère, n'a pas arrêté ces derniers temps de rappeler que finalement le danger courait toujours, que rien n'était réglé. Je vous propose d'écouter un de ces extraits de Marie-Hélène Toraval qui alerte et alerte et alerte, mais visiblement dans le vide. Ça, c'était en mars dernier sur Europe 1, on l'écoute. Sont apportés. Je désespère un petit peu quand même parce que on nous parle de Beauvau de la prévention de la délinquance, mais à un moment donné, il faudrait un Beauvau du traitement de la délinquance, c'est-à-dire que on ne peut pas laisser faire, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui n'ont absolument pas les mêmes codes que vous.
Ils sont complètement différents. Donc c'est une organisation aussi qui est différente. Et si on ne va pas voir et avoir un diagnostic partagé sur tout le process qui s'opère, eh bien on ne s'en sortira pas avec les mesures qui sont les nôtres aujourd'hui, puisqu'on a des mesures qui pourraient s'appliquer à des gens qui ont une éducation, mais sauf que là, on se trouve avec des configurations de personnes qui, pour certains, moi j'estime qu'ils ne sont pas civilisés, ils sont décivilisés, tout simplement. Voilà, donc ça c'était Marie-Hélène Toraval en mars dernier, donc qui ne régit pas à cette rixe. Je précise une chose, c'était à l'occasion, cette rixe autour d'une soirée dansante, comme pour l'affaire Thomas, qui avait un bal, eux c'était je crois plutôt des rugbyman, là c'était un bal des farmers, donc c'était des agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui avaient organisé cette soirée. Non loin donc de Romans-sur-Isère. Alexandre, si vous voulez commencer. Bah, ça me fait penser comme quand j'ai été formé, quand je suis arrivé au RG, en fait. C'est pas quelque chose de malheureusement nouveau, c'est juste quelque chose qui s'est dégradé de plus en plus et que, bah, évidemment, tous nos politiques depuis n'ont jamais rien fait pour régler le problème. Donc moi, quand j'ai eu ma première formation au RG, c'était en 2007 ou 2008, et ils nous avaient montré une vidéo. Je redonne cette anecdote, mais c'est pour montrer qu'on est toujours la même chose et que l'analyse de la mer est effectivement juste. C'est qu'il y a des gens qui sont désociabilisés et qui n'ont plus les codes éducatifs. Et donc, dans cette vidéo, c'était une manifestation CPE, fin de cortège Trocadéro, des jeunes, une bande de jeunes tabassent un autre jeune. Voilà. Une fois que ce jeune est tabassé, ils vont en tabasser un autre. Et ils aident à relever celui qui vient de tabasser, qui vient les aider à tabasser le suivant. Ah oui. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on était rendu justement à l'instinct primaire et animal de l'être humain, on va chercher le plus faible, on a un effet de meute et on frappe le plus faible. Et à partir de là, on ne peut pas faire grand-chose face à ça, à part faire des choses très faciles. On peut faire peut-être des choses très strictes d'éducation, de refaire des choses derrière, mais il y a des générations qui étaient perdues. À l'époque, il nous a dit, il y a déjà une génération qui est perdue. Bon, Ouais. ça, on était en 2007. Ça fait déjà plus de 15 ans. Donc, imaginez le nombre de gens encore, d'enfants qui sont déscolarisés, qui sont perdus, etc. Et ce n'est pas les mesures éducatives qui sont prises à l'heure actuelle par notre beau gouvernement qui vont résoudre le problème pour les générations futures. Donc, en fait, ils sont en train de créer une société encore de plus en plus divisée, avec le résultat qu'on va avoir. Les mesures pour l'avenir ne sont pas prises, et les mesures pour le quotidien d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait déjà pour résoudre le problème aujourd'hui, n'est pas fait non plus. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre des mesures éducatives, de mettre des centres, par exemple des centres d'éducation, de reprendre les gens, de redonner les codes, de remettre de l'éducation civique à l'école. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites et qui ne sont pas faites. Parce que des gens qui ne sont pas éduqués, effectivement, sont violents, mais sont manipulables. Oui. Ne vont pas voter contre Emmanuel Macron, donc Mais, vont pas voter mais tout pardon, court. mais est-ce que vous êtes sûr que l'éducation civique à l'école, enfin, je connais quand même Non, un mais petit paquet de profs, je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça serve à quoi que ce soit. On a l'impression que ça rentre pas dans la tête, quoi. bah, ça rentre pas dans la tête. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir, quand on a des gens qui ne savent pas lire et écrire quand ils arrivent en sixième, déjà, il y a des connaissances qu'ils ne peuvent pas acquérir par la suite. Et on leur dit, bah voilà, vous êtes des déchets de la société, vous ne pourrez rien faire. Alors qu'en fait, si, comme disait, comment il s'appelle, Einstein, si on demande à un poisson de monter un arbre, il ne sera pas bon. Effectivement, mettons chacun les choses dans leur Oui. domaine. On ne peut pas comparer chacun à des qualités. C'est à l'État, normalement, et à l'éducation d'aller chercher les qualités de chacun pour que chacun puisse trouver sa place dans Ouais, cette enfin, c'est société. d'abord aux parents. Il y a peut-être un rôle des Et aux parents par- là-dessus aussi. et également aussi, les parents, mais il y a beaucoup de choses en fait, parce que les parents, l'État a confisqué une partie du rôle des parents Mm. en disant vous allez devoir éduquer vos enfants comme ci, comme ça, si vous ne faites pas comme ci, comme ça n'ira pas. Et puis après, on va vous les prendre dès 3 ans pour vous les embrigader tout de suite, Ça, et c'est puis de sûr. plus en plus jeunes. Donc en fait, l'État participe à ce désengagement d'une partie des parents qui ne veulent se disent bah, l'État nous empêche de faire notre travail éducatif, bah, laissons l'État faire. Et effectivement, c'est ce que j'ai eu dans certains endroits de forte immigration. On dit l'État, nous on avait certains moyens d'éducation qu'on nous a retirés. Eh ben, l'État a qu'à se débrouiller avec les prochaines générations. S'ils ne veulent pas qu'on éduque nos enfants, ce ne sera pas possible. Et donc, on se retrouve avec des choses compliquées. Donc, aujourd'hui, ben, malheureusement, on paye les pots cassés de tout ça. Personne ne veut prendre les mesures derrière pour le faire. Effectivement, redonner le rôle central aux parents, responsabiliser les parents, ce que l'État fait exactement l'inverse. Oui, Alors, donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un bloc au derrière où l'État veut des petits soldats, des petits gens manipulables, et derrière, ben, ça fait des pots cassés. Mais les pots cassés sont payés une fois de plus, pas par les gens qui nous dirigent, parce qu'eux sont dans des beaux quartiers, se Mm. mettent des services de protection. Et quand un Français, j'allais dire, qui ne fait pas partie de l'élite et de la haute société, veut se défendre, c'est lui qui se retrouve au tribunal tout et à qui est fait. accusé. Donc en fait, ils sont en train de créer deux mondes. Le monde où eux, ils peuvent vivre tranquilles avec leur main-d'œuvre servile, leurs petits soldats s'il y a besoin d'aller faire une guerre. Ces gens, voilà, parce qu'ils ne subissent pas les conséquences de leur politique. Et derrière, quand les gens, eux, les subissent et veulent se défendre, c'est eux qui sont embêtés derrière. Donc on est dans un monde complètement fou, où finalement les braves gens sont ennuyés et on est en train de créer de plus en plus de violence, de dégradation, et où finalement bah, les gens vont plus pouvoir, ça va plus pouvoir tenir. Mais jusqu'à quel point? C'est la question. Oui, Régis. Alors, le, le,
la question que je me pose, c'est pas pourquoi est-ce que l'espace public est abandonné, pourquoi est-ce que l'État laisse filer, il se retire, il laisse filer un certain nombre de grands domaines, dont celui du contrôle de l'espace public et celui de la sécurité des citoyens. Bon, Emmanuel Macron a été élu pour détruire ce pays, soyons clairs. Il a un mandat, donc il est en train de détruire les institutions. Il va, grâce à la supranationalité, grâce à la transformation de l'Union européenne, faire de la France une région d'une Europe intégrée, à qui on aura donné notre siège à l'ONU, notre arme nucléaire. Il démolit tout ça. Il a un autre mandat aussi, celui de désindustrialiser ce pays, c'est-à-dire d'en détruire le tissu productif. Donc, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Quand il a été élu en 2017, bon, je me suis dit, dans quel état serons-nous à la fin de ce mandat? Concernant l'abandon des missions fondamentales et régaliennes, je pense qu'on laisse filer. La justice, mais c'est une misère budgétaire invraisemblable. On est un des pires pays d'Europe. La sécurité, n'en parlons pas. Donc, on laisse filer. Est-ce volontaire ou est-ce que c'est parce qu'on refuse de donner les moyens et puis c'est tout? Alors après, on aura les rodomontables de Darmanin, on aura les opérations place nette, on aura toutes ces choses-là. Oui. Mais je m'interroge sur la façon de traiter. Le premier problème, c'est celui de la répression. Or, on est désarmé. On est désarmé parce que tout ce qui nous permettrait, en mettant en œuvre des moyens et de répression, qui seraient au moins dans un premier temps brutales. Je ne veux pas dire qu'il faut faire comme Bukele en Amérique centrale et de mettre tout le monde en prison. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais il y aurait des traitements de la répression plutôt qu'un système de prison surpeuplé où on envoie les gens et où on ne les envoie pas parce qu'il n'y a plus de place. Non, des mesures d'éloignement, etc. Mais non. C'est les principes européens, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, vous ne pouvez pas le faire. Donc, on est confronté à ce Mais problème. pour vous, en fait, pour revenir sur cette histoire de Romans-sur-Isère et ces jeunes délinquants jusqu'à criminels, c'est un problème de prison et de justice, finalement, plus qu'un problème du côté éducatif. Au moins dans un premier temps, Oui. qu'on prenne des mesures, au moins dans un premier temps, qu'on réprime. Les gens qui ont participé à cette expédition punitive, oui, il y a une faillite éducative, évidemment, il y a eu une faillite éducationnelle, c'est-à-dire qu'il y a l'école qui n'a pas joué son rôle, je suis d'accord, mais maintenant, comment vous faites? Il faut frapper. Il faut frapper. Je ne dis pas qu'il faut frapper physiquement, mais il faut que la peur revienne. Et c'est là où je me pose une question. On va dire que je suis complotiste, on va dire que je suis tordu. Moi, quand je me rappelle ce qui s'est passé au moment de la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis, je me demande s'il n'y a pas non plus une volonté, si ce n'est pas délibéré, parce que, si vous voulez, quand on a un peuple qui ne peut plus sortir de chez lui, quand on a un peuple qui a peur des rassemblements, qui a peur de la convivialité, c'est plus pratique à contrôler. C'est plus pratique. C'est toute l'utilisation du lumpen. Parce que ça, c'est du lumpen prolétariat. Moi, je suis désolé, je reviens à ce que racontait Marx à ce sujet au 19e siècle. Hein, le lumpen prolétariat était très utile aux dominants, très utile, parce que c'était des masses de manœuvre violentes. Oui. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Hein. Donc, clairement, je me pose la question de savoir si cette dégradation n'est pas aussi en partie volontaire. Question Alors, posée. Ouais, allez-y, si, elle Alexandre. est forcément volontaire derrière, vu qu'il n'y a pas les moyens pour que la police travaille. Parce que moi, je parlais du problème éducatif pour le constat, mais sur le côté travail, la police et la gendarmerie devraient avoir les moyens de faire son travail. C'est-à-dire qu'il y a un événement comme ça qui se produit, il devrait y avoir des patrouilles qui arrivent assez rapidement pour cerner le quartier. On est capable de fermer des quartiers complets pour certaines situations, mais pas là. Et donc, c'est-à-dire que quand il y a des fois, pour certaines villes de plus de 70 000 habitants, 3 policiers qui sont en patrouille dans la ville, effectivement, derrière, il y a une volonté politique de ne pas résoudre le problème. Parce qu'effectivement, si jamais
jamais les policiers et les gendarmes pouvaient intervenir tout de suite, quelles que soient les suites judiciaires, déjà les personnes seraient déjà protégées tout de suite. C'est-à-dire que déjà, et les autres réfléchiraient peut-être à deux fois, parce que quand il y a de la violence, les policiers et les gendarmes peuvent réagir de façon proportionnée par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Et ce qui veut dire que si les gens continuent d'être violents, soit ils descendent en pression, fin de l'histoire, tout le monde est embarqué, soit ils veulent continuer dans leur action violente, et à ce moment-là, il y a des gens en face qui peuvent rétablir l'ordre de façon appropriée et proportionnée. Donc le fait qu'on ne mette pas les moyens sur la voie publique pour intervenir dans les délais nécessaires et pas raisonnables, parce que quand on met 1 heure et demie pour intervenir, autant dire que c'est une blague, du coup, là derrière, il y a une volonté politique de laisser faire. Et il y a des choses qui pourraient être faites pour que justement, si jamais les policiers et gendarmes pouvaient intervenir en temps et en heure rapidement, je pense que beaucoup de choses comme ça seraient évitées de façon préventive, parce que ces personnes n'ont pas forcément envie d'aller faire 24 heures au poste. Oui. Alors on change de sujet, on va parler de Pierre Palmade. Vous savez, alors que la loi sur la fin de vie est en cours de discussion à l'Assemblée, on en a déjà pas mal parlé cette semaine, eh bien, l'humoriste Pierre Palmade sera finalement jugé pour blessures involontaires, pour le grave accident qu'il a provoqué en février 2023, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. C'était en Seine-et-Marne. C'est l'annonce du procureur de Melun qui a été faite lundi dernier. Hem je rappelle, hein, qu'il n'a donc pas repris, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire, les réquisitions du parquet en faveur d'un procès pour homicide et blessures involontaires, puisqu'il prenait en compte donc le décès du bébé à naître, de la femme qui a été gravement blessée dans cet accident de voiture. Euh, alors, réaction, d'abord, je vais commencer par donner la parole à Régis de Castelnau. Alors écoutez, première observation, je vois toute la polémique qui a lieu autour de cette qualification de blessure involontaire. Les blessures involontaires, c'est une infraction grave. Oui, oui. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu l'intention au départ, il n'a pas eu l'intention de faire du mal. Il y a des circonstances aggravantes, hein, la prise de stupéfiants, etc., qui vont normalement lui valoir de très, très gros ennuis. Mais blessure involontaire, oui, 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 c'était involontaire. Ce sont les termes, c'est comme ça que le code pénal, et il faut le respecter de ce point de Attendez, vue. mais alors, rappelons juste homicide. Ça veut dire avec volonté? Non, 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 Bah homicide donc, on aurait pu. involontaire. Oui, mais donc, oui, mais là, le problème, c'est pas le côté involontaire. Dans les deux cas, c'est retenu le côté involontaire. La différence, c'est qu'on est passé de blessure à, enfin, qu'on a enlevé le critère de, enfin, on a Oui, enlevé oui, la mais notion d'homicide. je vais vous dire pourquoi, Clément. Oui. Hein. Donc, homicide involontaire, homicide et blessure involontaire, Alors, involontaire, on est c'est d'accord. c'est ça le premier problème. Mais c'était Deuxième problème, demandé par les réquisitions du parquet, donc ça n'a pas changé. je pense que du point de vue, c'est une question qui avait été juridiquement tranchée dans les débats, hein, entre spécialistes au moment des faits, c'est que le bébé à naître n'est pas une personne au sens des critères juridiques de français. Hein. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Simplement, nous, on a des textes, il faut les appliquer, il faut les respecter. Donc, blessure involontaire, il n'y a pas eu de mort au sens homicide, au sens du droit français. Hein. Le bébé à naître était viable. Je crois qu'elle était enceinte de 7 mois. Hein, Oui, c'est ça, 7 mois. la femme qui a été blessée, c'est une terrible tragédie de ce point de vue. C'est une violence incroyable, mais le problème, c'est que juridiquement, le droit français d'aujourd'hui n'est pas ne permet pas de considérer que c'est un homicide. Aux États-Unis, dans certains États, même l'embryon est considéré déjà comme une personne pour des raisons religieuses, hein, souvent. Donc, oui, là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, c'est pas le cas. On a fixé des critères et là, ces critères ne sont pas remplis. Par conséquent, le parquet avait fait des réquisitions à un peu aussi, si vous voulez, un peu torturé pour des raisons un peu de démagogie vis-à-vis du public, parce que le parquet français est très, très sensible à tout ce qui se passe autour, à ce que racontent les chaînes d'infos, les affaires d'aval, tous ces faits divers, etc. Ils sont en première ligne en général, hein, et ils tiennent, d'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'on voit des magistrats aller sur les plateaux pour expliquer ça. Donc, oui, le parquet avait pris cette position. Sur le plan juridique, elle n'était pas recevable. Oui. Après, on aurait pu avoir une jurisprudence qui faisait évoluer aussi, ça peut arriver, non? Oui, mais alors, Clémence, il faut violer les principes. Hein. La loi pénale, elle est d'interprétation restrictive. Hmm.
Hein, c'est dans l'intérêt de tous les citoyens. Et puis, le droit était clair de ce point de Oui, vue. oui. Donc, si vous voulez, faire évoluer la jurisprudence, le droit, il a 4 sources. Il y a la loi, il y a la jurisprudence, il y a la doctrine. Votre serviteur en a fait pas mal. Hein, il écrit des livres, des articles. Et il y a la coutume. Bon, la coutume, c'est marginal. Donc, là, moi, je ne veux pas qu'on donne trop de place à la Non, jurisprudence. mais on est Le d'accord. souverain, c'est le peuple. Hein. Mmh. Donc, les magistrats, je m'en méfie comme de Oui, la oui, tout à peste. fait. On revient à ce que vous disiez. Non, mais j'interroge la question. Je dis pas que je suis pour ou contre. Hem et de toute façon aussi, c'est une, décision, alors vous dites, c'est une décision qui est de justice, finalement, qui est logique, qui est cohérente par rapport au droit et puis en plus qui va dans le sens de la loi, sur la fin de vie, là, pour le coup. Enfin, qui est plutôt, enfin, il y a des échos justement et c'est aussi la question que je souhaitais vous poser. Alexandre? Effectivement, c'est toujours incompréhensible. Des fois, effectivement, comme rappelle, Régis, les qualifications juridiques ne correspondent pas forcément aux attentes de la société. Donc des fois, il faut faire évoluer. Donc à défaut, je veux dire que là, effectivement, le droit pénal, il ne peut pas être plus, dur que et on ne peut pas le durcir au fur et à mesure. Il peut être atténué au cours de procès, mais on ne peut pas mettre un droit pénal plus dur. Par contre, derrière, ce qui me gêne plus, c'est que comme ça pose un problème juridique, il serait peut-être que nos parlementaires se saisissent de la situation. Et nos parlementaires, effectivement, sont plutôt en train de nous travailler la fin de vie, après nous préparer aussi pour la GPA et tout ça. Donc, ils sont en train de nous préparer une société mortifère, ils ne vont sans doute pas aller là-dessus. Parce qu'un bébé à 7 mois, les bébés peuvent naître à 7 Mmh, mois en mmh, bonne fin de santé et sont vivants. Et on peut les sortir. Imaginons que la mère était décédée, on aurait pu sortir le bébé, ça peut arriver dans certains cas dramatiques, mmh. et le bébé est vivant et vit. Et donc là, effectivement, la question se posait, et du coup, effectivement, des fois, nos magistrats sont capables de tordre la loi dans tous les sens pour faire passer des trucs complètement farfelus. On l'a encore vu juste au début d'émission avec le Conseil constitutionnel qui nous pond des trucs assez intéressants et tirés de nulle part. Et là, non. Là, quand il s'agit de défendre la vie, il n'y a plus personne. Il est parqué un petit peu pour la galerie, comme dit Régis, mais pas par conviction. Et donc derrière, donc là, on est en train de nous préparer cette société mortifère qui arrive derrière. Parce que moi, j'avais un ami qui m'avait dit, tiens, et pour savoir, on discutait justement de quand un embryon ou un être dans le ventre de sa mère est vivant. Mmh. Il a dit, quand une femme enceinte se fait tirer une balle, est-ce qu'il y a un mort ou deux morts? Et voilà. Et moi, j'avais répondu deux. Donc, à partir de là, effectivement, on peut imaginer que ces êtres sont déjà vivants. Et c'est ce que je crois profondément, et encore plus à 7 mois. Donc derrière, là, on ne tord pas le truc, et derrière tous nos parlementaires et notre pouvoir exécutif qui est capable de prendre des ordonnances et des décrets pour tout et n'importe quoi, il n'y a personne. Donc ça me choque derrière qu'on ne se saisisse pas du projet, parce qu'effectivement, il faut changer la loi pour éviter à ça. Et la petite autre anecdote, c'est que je n'ai pas vu M. Darmanin arriver pour dire attention, encore quelqu'un qui arme les narcotrafiquants, etc., pour Oui. enfoncer Pierre Palmade. Là, il n'y avait personne. Et pour défendre la veuve et l'orphelin, il n'y a personne non plus. Donc voilà, donc M. Darmanin là aurait pu avoir une sortie sur la drogue assez intéressante et aurait pu redorer son image aux abonnés absents. Oui, intéressant. Tiens, pourquoi il est aux abonnés absents? Régis, un dernier mot? Alors, oui, je vais rajouter 2 derniers mots. Je vais rajouter une méchanceté aussi, dans le droit fil de ce que vient de dire, Alexandre. La 1re, observation que j'entends faire, c'est qu'effectivement, la question de la vie, de l'enfant à naître, elle se pose dans, la réglementation de, l'avortement. Je rappelle qu'on considère qu'au-delà de Eh 14 oui. semaines, on a un être vivant et que par conséquent, on peut plus le tuer. Hein, comme l'avortement, je suis favorable à cette possibilité, bien sûr, personnellement, mais l'avortement, on tue un embryon, hein, quand même. Faut pas oublier ça. Alors l'observation, elle est que qualification ou pas, la punition que va subir Palmade du fait de la mort de ce bébé, elle sera proportionnée à la gravité de l'acte. Mmh. Homicide ou blessure involontaire, à mon avis, il va dérouiller. Bon, ça c'était ma première Et observation. alors La la deuxième, méchanceté? la méchanceté. Oui, bah oui, Alexandre a entièrement raison. Hein, les chemsex, etc., hein, un des plus grands militants de l'euthanasie, qui a envie que l'État se débarrasse
des êtres inutiles. Je rappelle que son nom m'échappe pour l'instant. Donc, il était marié et son mari est mort d'overdose dans du chemsex. Moi, je trouve ça formidable. Hein. On est complètement immergé dans ce milieu-là, ce milieu dépravé. Hein, et c'est lui qui aujourd'hui, parce que il est à la manœuvre. C'est ce milieu-là qui vient aujourd'hui nous proposer une loi qui a l'air assez épouvantable. Vous ne parlez pas de l'ancien patron de Sciences Po, non? Je vois pas de. Non, J'essaie de trouver. Ouais. c'est Richard Descoings. Oui, Non, d'accord. non, il a été élu LR, etc. Il est partout sur le combat et donc, mais il appartient complètement à ce milieu dépravé. Hein, et donc, oui, il y a ce côté-là qui est profondément déplaisant. Et c'est pour ça qu'on peut faire cette connexion et que Alexandre a entièrement raison de dire qu'il y avait une autre dimension dans l'affaire Palmade et que celle-là, on a jeté un voile pudique dessus. Et en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Grande nouvelle aujourd'hui, je vais terminer à l'heure. On m'a demandé, hein, on m'a un peu mis la pression pour que je finisse à l'heure cette chronique. On me dit que c'est quand même un petit peu trop, là, j'ai des dépassé de 2 minutes. Merci à tous les deux. Puis alors les auditeurs, si vous voyez de qui parlait Régis, ce sera notre nom mystère. On va essayer de trouver ça d'ici la fin de l'émission. Merci.